Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes ravis de vous revoir, de vous retrouver pour cette nouvelle émission que tes œuvres sont merveilleuses. Et nous allons nous pencher toujours sur des éléments de la création et spécialement dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'œil, cette belle création. Et pour étudier cela, pour regarder ça de plus près, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'œil humain, un petit peu de l'œil des insectes, mais pour que l'œil sert à voir, donc quel est le commencement de toute chose? Parce que l'œil dans les ténèbres ne sert à rien. Alors il a fallu qu'il y ait un commencement. Oui, le commencement, c'est la lumière. C'est-à-dire que l'œil perçoit les radiations lumineuses et interprète, et ça, c'est ça qui produit la vue. Donc sans lumière, l'œil ne peut pas voir. Donc il faut d'abord qu'il y ait la lumière. Et les Écritures disent que c'est Dieu qui a créé la lumière au commencement. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est la base de tout. Voilà, parce que c'est vrai, sans lumière, eh bien, on ne peut pas percevoir les objets, on ne peut pas connaître notre environnement. Donc Dieu a fait le programme vraiment... il a créé la lumière le premier jour, D'abord, puis voilà, les luminaires, et ensuite un récepteur qu'on appelle œil qui peut recevoir la lumière et donner l'image du monde tel qu'il est. Voilà, c'est ça que alors qu'est l'œil. Comment on peut définir précisément ce qu'est le phénomène, la vision? La vision, c'est le fait que l'œil reçoit les radiations lumineuses qui se réfléchissent sur les objets. Vous savez, comment on peut voir les couleurs? C'est que chaque objet a une capacité de restituer une des radiations qui forment la lumière. La lumière qu'on voit, la lumière blanche, elle-même, elle est déjà une merveille, puisqu'en réalité, elle est composée de plusieurs radiations de plusieurs couleurs. La lumière blanche n'est pas blanche en réalité. C'est l'arc-en-ciel. C'est une composition de plusieurs radiations. Ensemble réunis, ça devient blanc. Mais rien que déjà ça, c'est extraordinaire que vous mélangez le bleu, le rouge, le jaune, et vous obtenez la couleur blanche. Comment expliquer ça? Mais c'est déjà ça la lumière. Maintenant, quand cette lumière blanche vient toucher nos objets, les objets sur Terre, chaque objet n'a pas une même sensibilité par rapport à la lumière. Chaque objet réfléchit une lumière particulière. Donc vous allez voir, certains objets vont absorber toutes les radiations. C'est ce qu'on appelle des objets noirs. C'est-à-dire, ils absorbent toute la lumière. Ils ne reflètent aucune radiation. Voilà, et ils ne reflètent aucune radiation. Du coup, aucune lumière ne sort de ces objets-là. Ce sont des objets noirs. C'est pourquoi, dans les pays froids, les gens mettent des vêtements noirs pour pouvoir absorber toute la lumière et que ça forme un peu de chaleur dans le corps. Voilà, et dans les pays chauds, les gens mettent des couleurs chatoyantes pour pouvoir réfléchir la lumière. Et donc, chaque objet réfléchit une de ces radiations qui composent la lumière. Il y a toutes sortes de radiations. Alors, l'objet blanc, un mur blanc, comment un mur blanc, ça veut dire qu'il réfléchit toute la lumière. Du coup, ça paraît blanc. Parce que toute la lumière qui est venue est restituée. C'est pourquoi ça paraît blanc. Un mur rouge, ça veut dire qu'il ne réfléchit que la radiation rouge de la lumière. Un mur vert, ça veut dire qu'il ne réfléchit que la radiation verte. Après, il y a des compositions de couleurs. Mais les couleurs que nous voyons
en réalité, sont juste la capacité des objets de restituer l'une ou l'autre des radiations. Et donc, et tout ça revient maintenant à l'œil, et l'œil arrive à distinguer tout ça pour nous restituer une belle image de la création. Voilà, alors donc on va commencer par regarder une première séquence, nous parlant de l'œil en lui-même, le globe oculaire. Et c'est donc la séquence numéro 1. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. Alors cette séquence nous montre le fonctionnement du globe oculaire. Pour l'instant, on s'arrête au globe oculaire. Donc c'est un petit organe, le globe oculaire, c'est pas vraiment gros. Oui, mais c'est pas gros, mais c'est impressionnant dans son fonctionnement. Comment ça gère la pupille qui s'ouvre en fonction de la quantité de la lumière, tout ça avec des muscles en coordination. C'est un travail très, très important. Alors, déjà, la dimension de l'œil, c'est 2,5 cm de diamètre. Voilà. Et on voit qu'il est très complexe. Hein. On voit que... Alors, le rayon lumineux, quand il arrive, traverse tout. En fait, tout est transparent dans l'œil. Voilà. Donc, ça traverse plusieurs couches et de sorte à... Comment dire, à rendre l'information beaucoup plus précise. Voilà. Donc, le fait que ça traverse plusieurs couches, parce que dans l'optique, les matières transparentes n'ont pas le même indice de réfraction. Donc, on ne va pas entrer dans la complication. Donc, plus ces couches-là sont faites de sorte que la lumière soit stabilisée avant d'arriver à la rétine qui est connectée, comme on verra plus tard. Voilà. Donc, on peut parler de deux éléments qui sont dans l'œil et qui sont extrêmement importants. D'une part, l'iris et d'autre part, le cristallin. Est-ce qu'on peut dire un mot sur l'iris? Non, l'iris, c'est ça qui délimite la pupille et qui, comme on a dit, qui donne la couleur à l'œil. Donc, l'iris donne la couleur à l'œil. Voilà, à l'œil. Et les cristallins reçoivent tout ça et passent par d'autres couches comme humeur vitrée, tout ça, pour stabiliser la lumière et faire parvenir la lumière à la rétine. Voilà, mais les deux éléments en question ont des applications dans la vie courante. Hein. L'iris, il joue le rôle de diaphragme. Il ferme, il ouvre. Là, nous revenons maintenant à l'appareil photographique. Or, oui. L'appareil photographique, voilà, a imité l'œil, en fait. C'est ça. Donc, c'est le diaphragme, ça ouvre, ça ferme par rapport pour pouvoir recevoir une certaine quantité de lumière. Voilà. Donc, il y a des choses que l'œil ne peut pas regarder. En face, le soleil, on ne peut pas le regarder. Même si la pupille est réduite à une dimension la plus faible possible, c'est pas possible de fixer le soleil. Oui, parce que la lumière est trop forte, la lumière du soleil. Donc c'est l'iris qui gère tout ça. Donc chaque élément de l'œil a un rôle à jouer pour que notre vision soit simple et agréable. Alors le deuxième élément, le cristallin. Là aussi, il y a des applications dans le monde industriel. On imite le fonctionnement du cristallin pour agrandir, ça fait penser à la loupe, aux lentilles, tout ça. Donc, comment fonctionne le cristallin? Alors, comment dire, il y a un effet de grossissement et de rapétissement. C'est ça que ce sont des choses, comme j'ai dit, qui sont liées aux indices de réfraction. Du coup, ça fonctionne comme une loupe pour pouvoir agrandir ce qui paraît petit. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans l'œil. Donc, l'œil, au fait, tous les appareils que nous avons aujourd'hui, les appareils optiques, loupes, appareils photo, lunettes, tout ça, essaient de
de recomposer une partie de l'œil. Voilà, c'est pour montrer aux téléspectateurs combien l'œil est complexe, parce que tout ce que vous avez aujourd'hui, ce sont des parties de l'œil qui ont été comme fabriquées par l'homme. Voilà. Mais ça fait plusieurs appareils, alors que l'œil n'est qu'un seul appareil qui a Voilà. tout ça. Donc, en fait, le cristallin, il sert aussi à la mise au point de l'image. Oui, j'évite, voilà. Après, il n'y a que les photographes qui vont comprendre toutes ces choses-là, la mise au point, ainsi de suite. Voilà, le public normal ne connaît pas ces choses. Mais tout ce qu'on peut dire en résumé que ça permet de fixer, voilà, de fixer l'image. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est le cristallin. Voilà. Alors l'image l'image de l'objet extérieur est transmise à travers ces organes-là, y compris les liquides de l'œil, sur la rétine. Sur la rétine, Hein, et donc, qui est connectée oui, au nerf optique et qui va aller jusqu'au cortex visuel. jusqu'au cerveau. Voilà. Alors on va regarder une deuxième vidéo, la séquence numéro 2, et on va se pencher davantage sur la rétine, de quoi elle est composée, comment ça fonctionne, quelles sont les cellules de la rétine. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, les photorécepteurs. Il existe 2 types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. De nuit, ce sont surtout les bâtonnets qui sont activés. Cependant, les bâtonnets seuls ne permettent pas de distinguer les couleurs et l'acuité visuelle est faible. Les cônes permettent une acuité beaucoup plus forte, mais ne sont activés que lorsque la luminosité est suffisante. Ils permettent de distinguer les couleurs. Chaque type de lumière colorée active plus ou moins les 3 types de cônes différents présents dans la rétine. Les réactions chimiques ayant lieu dans les cônes et les bâtonnets entraînent la création de messages nerveux qui se propagent dans le nerf optique. Ce sont des signaux de nature électrique dont la fréquence correspond à une information codée. Voilà, donc là on a une vue détaillée de ce qu'est la rétine. C'est compliqué. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand on nous dit que la lumière, quand elle est reçue dans les bâtonnets, ça crée des réactions chimiques et ces réactions chimiques créent des impulsions nerveuses dans le nerf optique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a un rayonnement lumineux Un rayonnement lumineux. qui se transforme dans ces cellules-là en Réaction chimique. réaction chimique et qui donne un courant électrique. Voilà, qui va donne des impulsions aller- électriques qui ont un message codé. C'est Vous extraordinaire. voyez, c'est une technologie complexe. Voilà, et tout ça, c'est dans l'œil de toute personne, quoi. C'est répété à l'infini chez tous les humains, chez tous les animaux. Ce principe-là fonctionne. Voilà. Moi, quand je vois des choses comme ça, je dis, mais la Bible a raison quand elle traite les gens qui ne croient pas en Dieu de fous. Parce que comment tout ça peut se mettre en place tout seul? C'est impossible. Mais ils vont C'est vous trop répondre. complexe. Des réactions chimiques, ensuite des impulsions électriques. D'abord, des radiations lumineuses, réactions chimiques, impulsions électriques. Non, c'est toute la physique qui passe. Hein. La physique et la chimie. La Exactement. physique et la chimie, c'est tout ça qui passe dedans, dans oui. l'œil. Alors, on a vu dans cette séquence qu'il y a la vision de jour et la vision de De nuit. nuit, oui. Donc, ça fonctionne. Les cellules qui servent ne sont pas les mêmes. Voilà. Et- Donc, qu'est-ce qu'on peut... et pourtant, dans le même œil, on a les deux. C'est-à-dire qu'on peut sortir la nuit ou à midi, à minuit ou à midi. Notre œil, sans rien faire, va être capable de s'orienter, de voir, de s'adapter. de s'adapter. De s'adapter, c'est ça le mot. Moi, je dirais, il est complet l'œil finalement. Il est complet. Il part à tout. Il arrive à accepter toute forme de présentation devant lui et pouvoir l'interpréter quand même, quoi. C'est extraordinaire. Voilà. Donc la rétine, en fait, elle est composée. On voit que les bâtonnets qui servent à la vision nocturne
qui captent... Et les cônes qui Voilà, mais les permettent- bâtonnets sont en nombre beaucoup plus important Oui. que les cônes, puisque la rétine, c'est pas juste le fond d'œil, c'est tout le globe oculaire, enfin tout l'arrière du globe oculaire qui comporte ces cellules-là. Et donc on peut voir des objets en mouvement, par exemple, qui sont complètement à gauche ou à droite. La rétine est capable de capter les mouvements. Voilà. Quand on conduit, par exemple, on voit s'il y a une voiture à notre gauche, alors qu'on regarde en face. Oui, donc il y a le fait qu'il y ait la rétine, mais il y a aussi le fait qu'il y ait les deux yeux. Donc le fait qu'on a deux yeux, ça permet de voir plus large. Voilà, ça aussi, c'est un phénomène à relever. Et comment considérer tout ça comme étant du hasard? C'est impossible. C'est quelque chose qui a un but précis. Au fait, l'œil, lorsqu'il est tout seul comme ça par terre, on peut dire ben c'est un objet simple. Mais lorsqu'on met ça dans toute la perspective du corps, dans la structure du corps, on voit son rôle, sa connexion avec le reste. Tu te dis, mais ça a été fait pour ça. C'est quelque chose de fait pour ça. C'est extraordinaire. Et donc, par rapport alors, on a parlé de la vision diurne, la vision nocturne, et de la transformation de l'énergie. Voilà. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a vu l'œil, on vient de voir la rétine, mais il y a une suite. L'œil, s'il est réduit à ce qu'on a dit jusqu'à présent, il va rester aveugle. Voilà. Puisqu'il faut qu'après, il y ait le traitement de l'image, etc. Donc après, il y a le nerf optique. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle séquence. Donc la troisième séquence où il y a l'interprétation des messages nerveux. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Les messages nerveux issus des parties temporales de chaque rétine se propagent sans changer d'hémisphère cérébral. Les messages nerveux issus des parties nasales de chaque rétine se croisent au niveau du chiasma optique et rejoignent le cortex visuel occipital de l'hémisphère cérébral opposé. Au cours de leur trajet, les messages nerveux passent d'une fibre nerveuse à une autre au niveau de zones de jonction appelées synapses. Là, les signaux électriques qui arrivent de la rétine engendrent la libération de substances chimiques appelées neurotransmetteurs, qui traversent l'espace entre les deux fibres nerveuses et qui se fixent sur des récepteurs de forme complémentaire. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Voilà, donc on était un petit peu plus loin. Restons-en à l'influx nerveux qui part de la rétine jusqu'au cerveau. Donc, on voit comment ça fonctionne, y compris les nerfs le nerf optique qui se croise, des parties de la rétine qui sont sous le contrôle du cerveau droit, d'autres qui sont sous le contrôle du cerveau gauche. Pourquoi tout ça ? Quel est l'objectif ? Parce qu'il faut interpréter, il faut traiter d'abord l'info et l'interpréter. Voilà, donc c'est ce à quoi sert le cerveau. Mais après, avant tout ça, il faut le transport. Donc le nerf optique, le nerf optique transporte d'abord l'info en sa manière et fait passer de fil optique à fil optique par des synapses qui sont comme, en fait, j'allais dire, des transformateurs électromagnétiques. Mais voilà, c'est-à-dire que ça, on reçoit d'un côté et puis un contact, un champ magnétique qui crée encore des réactions chimiques de l'autre côté et ainsi de suite. On voit que c'est toute une ingénierie qui est au service de la vision. Toute une ingénierie. Et c'est étonnant parce qu'on voit un gros plan, c'est imagé bien sûr, un gros plan de la synapse où on voit effectivement que d'une surface d'un neurone
à la surface du neurone suivant, il y a un échange d'ions, il y a un échange d'éléments chimiques Voilà. qui transportent le courant. Enfin, je veux dire, bon, les neurotransmetteurs, comme ils appellent ça, Oui. mais c'est... Et surtout qu'il y a le vide, malgré le vide qui les sépare, il y a transmission quand même. C'est pourquoi j'ai comparé ça au transformateur. C'est-à-dire qu'il y a un vide, mais comme il y a le courant vient, ben, ça crée un champ magnétique, ça permet de transmettre l'info. Voilà, donc la nature a plusieurs moyens de transmettre les infos. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Alors, on peut dire que le système visuel, c'est un système complexe, parce qu'on a vu l'œil, on vient de voir le nerf optique, mais si on s'arrête là, la personne est aveugle. L'œil Ne voit pas aveugle. encore. Ne voit pas encore. Parce qu'il faut Voilà. traiter, comme on l'a dit, Il il faut faut traiter traiter l'image et interpréter. et interpréter. Alors, c'est ce que nous allons... Alors, avant de passer à la troisième, à la quatrième séquence, je voudrais qu'on voit l'image d'un cône, un dessin qui représente une des cellules de la rétine, qu'on appelle un cône. Et on voit... Alors, évidemment, c'est énormément agrandi, parce que ça ne fait même pas 1 millimètre. Et on voit la complexité de l'organisation d'un cône. Comment... Alors, en haut, c'est le nerf optique qui part, la fibre optique qui s'en va du cône vers le cerveau à travers le nerf optique. Et puis, tout le reste, la pointe en bas, c'est la pointe qui reçoit les radiations lumineuses et qui les traite. D'accord. Voilà. Donc là, c'est quand même... Mais quand on voit ça, on peut que... Et ça, il y en a beaucoup. Il y en a 6 millions. 6 millions. Voilà. 6 millions dans l'œil. Dans l'œil. Et comment imaginer que tout ça soit cohérent finalement, on a une image cohérente. Il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Voilà. Voilà. Alors donc, on peut passer à la séquence numéro 4, où on va parler plus du cerveau et des aires visuelles. Et qui se fixe sur des récepteurs de forme complémentaire. Cette fixation entraîne la naissance de nouveaux signaux sur les fibres reliées au cortex. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. Ce que nous appelons vision est donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Voilà, donc là, on a l'appareil visuel au complet, je dirais. C'est pas que l'œil, c'est aussi le cerveau. C'est aussi le cerveau. C'est l'ordinateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Dans le cerveau, dans les aires, on a vu il y a plusieurs parties qui, chacune, reçoit une info pour donner un avis sur la forme, sur la couleur, sur la luminosité, sur le mouvement également, parce que sans ça, eh ben, vous savez, par exemple, un appareil photo ne va pas te dire, ne va pas te parler de mouvement. Voilà, c'est vraiment limité. Et la caméra, c'est différent. Donc, et l'œil fait tout ça à la fois. Voilà, et a des zones pour traiter. Et c'est ça qui permet, après, à l'homme, on risque de glisser un peu par rapport à notre sujet, mais c'est ça qui permet à l'homme d'anticiper, de bouger les jambes. Voilà, tout ça est donné. Il commence par l'œil, le cerveau interprète et donne l'image que l'homme voit, et ça lui permet après de faire quoi que ce soit, d'évoluer. Alors, voilà. Il y a besoin d'un apprentissage, parce qu'un bébé qui vient de sortir du ventre maternel, lui, le monde est totalement inconnu. Il commence à voir, il voit, il ouvre les yeux, mais ça ne lui parle pas. Il va apprendre à décrypter les images, le visage de la maman, du papa, du frère, de la sœur. Mais donc il y a besoin d'un apprentissage. Oui, mais nous avons un exemple comme ça dans la Bible où il y avait un aveugle
Jésus prie pour cet aveugle afin qu'il voie. Dans un premier temps, il dit « je vois comme des arbres ». Donc les hommes, ils les voyaient comme des arbres. Donc cet exemple nous montre qu'il y a un apprentissage à l'œil, parce que l'œil n'est pas, la vision n'est pas qu'un truc physique, c'est quelque chose lié aussi à la vie de la personne, lié à son passé, ainsi de suite, puisque le cerveau intervient. En fait, c'est que peut-être beaucoup ne savaient pas, c'est que le cerveau intervient dans la vision d'une manière essentielle. Donc, sans la partie du cerveau, tu ne vois pas, ou bien tu vois autre chose. Donc, le cerveau peut te tromper même. Voilà, d'où l'importance d'un cerveau qui fonctionne normalement dans toutes ses parties. Il y a des gens, par exemple, qui ont des bons yeux, mais le nerf optique est abîmé. Et donc, du coup, malgré de bons yeux, ils ne voient pas. Donc, vous voyez, donc c'est toute une ingénierie, une machinerie qui est au service de la vision. C'est ce que nous exposons à travers cette émission, c'est que l'œil, c'est pas que l'œil physique, c'est tout un ensemble. Alors, c'est beaucoup lié à l'endroit où on vit, la culture, c'est beaucoup lié à l'âge que l'on a, les expériences qu'on a vécues, etc. Tout ça permet au cerveau et aux aires visuelles d'interpréter, de comprendre les messages. Oui, c'est vrai, mais leur influence, à partir d'un certain âge, l'influence de notre passé baisse. Parce que tous nous voyons les mêmes fleurs, nous voyons quand même les mêmes abeilles, voilà. Au début, c'est tout au début qu'il y a comme une influence, comme cet exemple-là de cet aveugle, lorsqu'il commence à voir, dans un premier temps, il a l'impression que c'est des arbres, les humains, et petit à petit, ça devient bien fixé, tout l'appareillage de l'œil intervenant, les cristallins, la mise au point, tout ça, ça fait qu'il commence maintenant à voir net. Voilà, donc c'est le travail que fait l'œil. Mais à partir du moment que l'œil s'est adapté, l'œil est dans sa vitesse de croisière, donc nous voyons presque tous la même chose. Voilà. Alors justement, parlons de l'interprétation des couleurs. Comment le cerveau interprète les couleurs? Parce que on a parlé des cônes, mais les cônes captent les radiations colorées. Et par exemple, comment le cerveau est à même de faire la distinction entre les différentes teintes du bleu, par exemple. C'est pas juste un bleu, une seule couleur. Le cerveau est capable, et grâce aux cônes qui sont sensibles, il y a trois sortes de cônes, et ils sont sensibles aux différentes couleurs. Mais le cerveau, lui... Oui, donc c'est comme les peintures que les gens font. Donc il y a des mélanges de couleurs, quand vous les faites, vous obtenez des couleurs secondaires. Donc, il y a les couleurs primaires, RGB, rouge, j'ai dit en anglais, red, green, blue, mais en français, c'est bleu, vert, rouge, vert, bleu. Voilà, rouge, vert, bleu. Et dans d'autres logiques, c'est plutôt jaune à la place du vert. Mais il y a 3 couleurs primaires. Et ces 3 couleurs primaires, quand on les mélange, c'est ça qui produit toutes les couleurs secondaires. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'œil est capable de le faire aussi. Et donc, les gens qui font la peinture connaissent ces choses-là. Maintenant, l'œil est capable de faire ces mélanges-là et de créer donc finalement, de donner la bonne interprétation avec par les photorécepteurs qui reçoivent tout ça. Le cerveau peut maintenant reproduire toutes les couleurs, toutes les variantes. Alors, comment se fait-il que les témoins, par exemple, les témoins oculaires d'une scène quelconque, accident ou autre, n'ont pas forcément le même récit? Pourquoi? Ils ont tous vu ensemble, étant proches les uns des autres, ils ont vu la même scène. C'est là que le cerveau intervient, parce que là, il y a une sorte de choc. Voilà. Le choc n'est pas encaissé par tout le monde de la même manière, ce qui fait que ça influe sur la vision. Donc, c'est la preuve que l'œil à lui seul ne suffit pas, le cerveau intervient dans la vision. Voilà. Donc mais quand il n'y a pas ce genre de choc émotionnel, quand il n'y a pas de perturbations fortes sur le cerveau, nous voyons tous la même chose.
Mais quand il y a des perturbations, ben le cerveau, puisque le cerveau ne travaille pas qu'avec l'œil, il travaille avec le cœur, il travaille avec les sentiments, il travaille avec les émotions, et ben ça peut générer des choses. D'ailleurs, on voit même ce qu'on appelle l'effet placebo, tout ça, c'est le cerveau qui te guérit en quelque sorte parce qu'on t'a fait croire quelque chose. Voilà, donc c'est la même chose avec la vision, mais toutefois, dans un état stable des choses, nous voyons tous la même chose. Mais nous n'avons pas parlé, par exemple, aussi du fait que les deux yeux ne voient pas exactement la même chose. Les deux yeux ne voient pas exactement la même chose, mais le cerveau arrive à recomposer l'image de sorte que nous avons l'impression de voir la même chose et en profondeur. Au fait, les deux yeux aident à ce qu'on voit la profondeur. Donc, chaque œil amène son image et ces deux images sont recomposées de sorte qu'on peut voir un panorama. Ça, c'est extraordinaire. Deuxième chose encore, en parlant des deux yeux, c'est que les deux yeux travaillent d'une manière synchronisée. Quand je regarde un objet que je fais comme ça, les deux yeux vont dans la même direction. Ça, c'est aussi une merveille. On n'a pas parlé des muscles, les muscles qui commandent les globes oculaires. Voilà, qui... ces muscles-là se dirigent dans la même direction, d'une manière synchronisée. C'est extraordinaire. Et maintenant, quand on sait ça, et qu'on voit par exemple que le caméléon, lui, il a deux yeux qui peuvent regarder chacun celui qu'il veut, ce qu'il veut. Mais le cerveau n'est pas perturbé, le cerveau du caméléon n'est pas perturbé par ça. Il arrive à lui donner une bonne restitution de tout ça. Ben on dit, ben là c'est fini, on peut tomber évanoui en pensant à la complexité d'une telle machine, les yeux du caméléon, quoi. En fait, grâce aux deux yeux, on a une vision en relief. On a une vision en 3 dimensions. En 3 dimensions. Si on n'avait qu'un seul œil, je crois qu'on aurait des problèmes pour conduire. Voilà, il y aurait un problème de profondeur. Même s'il y a quand même une certaine profondeur, mais ça ne sera pas parfait. Ça sera pas parfait. Alors, on va voir une dernière image, pasteur. C'est l'image d'un insecte et des yeux d'un insecte très différents des nôtres. On le voit sur cette photo. Les yeux sont vraiment énormes. Alors, est-ce que par rapport à l'œil humain, le volume que ça prend dans le corps, et là, cet insecte a des yeux vraiment extraordinairement grands. Oui, parce qu'il en a besoin pour beaucoup d'autres choses encore. Par exemple, la tête de l'abeille, au-dessus de ces deux grands yeux sur la tête, il y a ce qu'on appelle les 3 ocelles, donc des formes de yeux qui sont spécialisées par rapport à l'intensité lumineuse. Ça leur permet de savoir quelle partie de la journée, à quelle partie de la journée on est. Donc lorsqu'elles sont en train de butiner, en fonction de la baisse de la luminosité, comprendre que c'est le moment d'arrêter pour retourner à la ruche. Voilà, nous voyons, parce que là, nous avons essentiellement parlé de l'œil humain, mais lorsque nous faisons l'éventail des yeux dans la création, il y a encore des merveilles à contempler. Et une des merveilles concernant les abeilles, c'est qu'elles arrivent à lire des radiations que nous, les humains, nous ne pouvons pas lire. Et c'est ce qui fait qu'elles arrivent à distinguer les fleurs mâles des fleurs femelles. Parce que nous avons des radiations, les infrarouges, que nous ne voyons pas, les ultraviolets, ainsi de suite. Alors les abeilles arrivent à voir certaines radiations. On a dit que la lumière blanche, la lumière du soleil, elle est composée de plusieurs radiations de plusieurs couleurs. Et nos yeux, à nous, ont un spectre de luminosité, de radiation qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et du coup, on peut voir que 2 fleurs sont identiques, alors que pour l'abeille, les 2 fleurs n'ont pas les mêmes couleurs. Elle arrive à voir les radiations que nous, on ne voit pas pour distinguer ces fleurs-là. C'est comme ça que les abeilles peuvent se guider, s'orienter pour voir ce que fleur femelle ou fleur mâle. Voilà, ça encore, c'est une autre dimension
il y a toutes sortes, il y a l'œil humain qui est extraordinaire, mais il y a aussi des yeux d'autres créatures, d'autres animaux qui sont... Alors, c'est vrai que quand on se penche sur, ne serait-ce que l'existence de la vue du globe oculaire chez les animaux comme chez les humains, on ne peut pas imaginer que toutes les formes de vie viennent d'une cellule il y a des millions d'années. C'est vraiment la preuve, ce qu'on est en train d'observer, de voir. Dieu a créé ces choses très complexes, différentes entre l'homme et l'insecte, par exemple, pour s'en tenir à ça. On ne vient pas de la même cellule. C'est clair. Et nous pouvons dire aussi que Dieu a créé les yeux pour qu'on finisse par l'adorer à travers ce que nous allions voir. Hein, voilà ce que disent les Écritures dans Romains 1, à partir du verset 18, il est écrit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui rendent la vérité captive. Voilà, je continue la suite. Qui rendent la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc là, on voit, il ne s'agit pas de l'œil spirituel, de l'œil physique. La perfection de Dieu se voit à l'œil. D'où l'importance de l'œil. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un organe que Dieu a placé pour qu'on puisse le reconnaître aussi, pour voir sa gloire, pour voir sa puissance. Se voit comme à l'œil se manifeste Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Donc voilà, donc Dieu montre ses perfections invisibles et sa divinité à travers la gloire de la création. Donc, qui a accès facile à cela? Ce ne sont pas les oreilles, ce ne sont pas les pieds, c'est l'œil. L'œil a accès à la gloire de la création, à la beauté de la création. Vous savez, il y a des images qui défilent sur nos ordi aujourd'hui. Quand on les allume, on voit toutes sortes de photos de parties de la création du monde. Ça, l'œil peut voir, ça peut dire, mais non, mais c'est extraordinaire, Dieu existe. Maintenant, malheureusement, il y a certains qui vont utiliser l'œil au lieu de regarder ces choses, de dire, mais c'est beau, c'est merveilleux, Dieu existe. Ils vont utiliser ça pour regarder les mauvaises choses, jalouser les autres, regarder le corps des autres, regarder les films mauvais, ainsi de suite. Et cet œil qui avait été créé pour que nous contemplions les merveilles de Dieu est utilisé pour regarder les mauvaises choses et corrompre l'âme. L'œil est important, que ce soit physiquement, que ce soit dans son rôle spirituel. Alors, pasteur, on est arrivé à la fin de l'émission. Ce que vous venez de dire, ça tient un peu en forme de conclusion, mais je vous laisse quand même finir. Voilà, mais première chose, c'est que au moment où j'ai regardé la vidéo, moi je l'ai regardé d'un seul coup, là, cette vidéo. Nous, on a vu ça en plusieurs étapes. J'ai regardé ça d'un seul coup. J'ai crié de joie. J'ai dit, mais que tes œuvres sont merveilleuses, oh Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses. Voir toute une ingénierie, machinerie dans le cerveau, dans la tête. Voilà, il y a l'œil dans la tête qui se mélange avec le cerveau. Toute la chimie, la physique, l'électricité, tout ça combiné dans l'œil, voilà, c'est géré, dosé, puisqu'on voit, chaque jour on voit clairement, c'est bien dosé. Je dis, mais réveillez-vous. Je vous raconterai l'anecdote je crois que c'est un médecin indien qui s'est converti comme ça. Quand il a fait des études d'ophtalmologie, quand il a étudié l'œil,
il a dit, mais c'est impossible que ça vienne du hasard. C'est impossible. C'est trop beau, c'est trop construit, c'est d'une intelligence, d'une complexité inouïe. Vous savez qu'en ophtalmologie, il y a au minimum 20 spécialités. Déjà, l'ophtalmologie, c'est une spécialité de la médecine. Mais en ophtalmologie elle-même, il y a 20 spécialités encore. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que inclinons-nous devant le Créateur pour avoir créé l'œil. L'œil en lui-même est un organe extraordinaire. Il suffit pour nous amener à croire en Dieu. Et l'œil aussi nous permet de contempler les merveilles de Dieu et de nous incliner devant lui. Pourquoi? Pour dire que tes œuvres sont merveilleuses. Amen. Ainsi s'achève notre épisode d'aujourd'hui. Et nous demandons au Seigneur de vous bénir, amis internautes, et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission.